les propriétés fondamentales qui vont servir de manière régulière. On a donc l'inégalité triangulaire, qui est une généralisation de celle qu'on connaît. Si on la lit de manière classique, on obtient ce qu'on connaît, c'est-à-dire la valeur absolue de la somme est plus petite que la somme des valeurs absolues. Et donc bien sûr, j'ai utilisé le mot somme au lieu de dire intégrale, c'est-à-dire que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale des valeurs absolues. Alors, si oui, il y a un peu une ambiguïté sur le statut de f. En fait, l'inégalité triangulaire est vraie si f est continue sur AB, à valeur dans R, mais aussi à valeur dans C. Et donc si c'est une fonction à valeur complexe, les valeurs absolues ne sont plus des valeurs absolues, mais ce sont donc des modules. Et donc l'inégalité reste vraie, c'est-à-dire le module de l'intégrale est plus petite que l'intégrale des modules, ce qui va nous servir de manière cruciale en général dans les démonstrations. Et enfin, la dernière propriété qu'on va démontrer, en fait, c'est donc le théorème fondamental de l'analyse différentielle. C'est dire que si on intègre entre une borne fixe et la variable, alors ça nous crée une fonction qui est donc l'intégrale de a à t de f. Et ça, c'est donc l'unique primitive qui s'annule en a. C'est-à-dire que l'opération qu'on a construite comme étant la limite des sommes des rectangles permet finalement d'inverser l'opération de dérivation qui, je vous rappelle, est la limite des taux d'accroissement. Et donc, une opération est la réciproque de l'autre. Par contre, l'inverse est fausse. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas, justement, de manière générale, il y a plusieurs primitives. Il y a un critère en plus, c'est ici s'annule en A. Et on a vu donc, dans un chapitre précédent sur les calculs de primitives que notamment le théorème fondamental permettait d'en déduire les formules d'intégration par partie et de changement de variable qu'on ne va pas revoir ici. Donc la proposition 1.5 va bien illustrer en quoi connaître la construction de l'intégrale permet de démontrer des choses. Donc ici on va démontrer l'inégalité triangulaire. Donc on va commencer par la deuxième étape. En fait, on n'a pas besoin des fonctions en escalier ici. On part tout de suite d'une fonction continue à valeur positive et on essaie de démontrer l'inégalité triangulaire. On va voir qu'ici elle est triviale, parce que donc il faut réussir à démontrer que la valeur absolue est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Alors sauf qu'ici, d'après la positivité, justement, de l'intégrale, on sait que l'intégrale d'une fonction à valeur positive est positive. Autrement dit, ça veut dire que la valeur absolue, c'est elle-même. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que la valeur absolue de quelque chose de positif, c'est la fonction elle-même. Donc finalement, la valeur absolue de l'intégrale est égale à l'intégrale de la valeur absolue. L'intégrale de la valeur absolue en particulier, ça veut bien dire qu'on est inférieur ou égal, mais finalement, ici c'est assez transparent l'inégalité triangulaire. C'est presque dommage de parler d'inégalité. Mais en tout cas, elle est bien vérifiée sans problème. C'est même une égalité. Alors ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire une fois qu'on la connaît sur les fonctions à valeur positive, on aimerait bien l'étendre sur une fonction à valeur quelconque. Alors l'idée c'est, on sait qu'une fonction à valeur quelconque s'écrit comme étant f plus moins f moins, avec f plus et f moins étant tous les deux à valeur positive, et bien sûr étant continue, la partie plus, la partie moins. Donc ici, je prends une fonction que je décompose comme étant f plus moins f moins, qui est continue de AB dans R. Et on va regarder qu'est-ce que ça vaut respectivement les deux termes. Donc j'ai la valeur absolue de l'intégrale de f. Ça, c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins. Mais ça, c'est l'inégalité triangulaire classique, c'est-à-dire que vous avez la valeur absolue de la différence de deux termes, c'est inférieur à la somme des valeurs absolues. Alors même s'il y a un moins, ça devient un plus, encore en majeur. Et ici, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont toutes les deux à valeur positive. Donc on peut utiliser le cas particulier là-haut, c'est-à-dire ça vaut directement égal à l'intégrale de f plus l'intégrale de f moins. À quoi on peut réutiliser la linéarité? Ça nous fait l'intégrale de a à b de f plus f moins. Et ça, on va voir que ça vaut simplement l'intégrale de la valeur absolue de f. Alors pourquoi bien sûr?
C'est parce que pour t dans AB, on sait que la valeur absolue de f calculée en t, ça vaut f de t si f de t est positif, et ça vaut moins f de t si f de t est négatif. Et si on fait f plus de t plus f moins de t, on peut se rappeler que chacune des deux était définie selon des cas. F plus, ça vaut f lorsque f positif est 0 sinon, et l'autre, ça valait 0 lorsqu'elle est positive et moins f sinon, avec les mêmes cas. Donc au final, quand on additionne, on voit bien que ça nous donne bien. Dans le cas positif, ça fait f de t plus 0, donc f de t. Et dans le cas négatif, ça fait 0 moins f de t, autrement dit, ça fait moins f de t, avec les mêmes cas. Donc au final, ce qu'on a, c'est que en fait, la valeur absolue de f vaut simplement f plus f moins, et sachant que f valait f plus moins f moins. Donc finalement, on a réussi comme ça à démontrer l'inégalité triangulaire sur les intégrales, finalement, avec l'inégalité triangulaire classique sur les nombres, ici, entre simplement deux valeurs d'intégrale. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, donc on passe de R plus R tout entier, puis on étend par linéarité de R à C tout entier. Donc qu'est-ce qui se passe si on considère une fonction h qui va donc de AB dans C, une fonction qui est donc continue, et on va dire que l'intégrale de h, on sait que c'est un nombre complexe. Donc on peut soit le décomposer comme étant x plus y, l'écriture algébrique, soit comme étant une écriture polaire ou trigonométrique, R6, on va calculer le module. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'écriture polaire. Donc en fait, on va écrire l'intégrale de a à b de h égale à rho exponentielle iθ. Ça, c'est l'écriture polaire. Et finalement, le but, c'est de calculer la valeur le module de l'intégrale de h. Ça vaut simplement rho. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir ici utiliser comme argument? C'est que rho, ça vaut exponentielle moins iθ fois l'intégrale de a à b de h, à cause de l'expression du dessus. Et par linéarité, on va pouvoir faire réentrer l'exponentielle iθ à l'intérieur. Ça s'écarte. Alors ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que bien sûr, ρ, c'est un réel, particulier positif. Donc ça vaut, il vaut la partie réelle de lui-même. Et finalement, ça vaut partie réelle de l'intégrale de a à b de exponentielle moins iθ fois h. Et à cause de la définition de l'intégrale, la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle. Voilà. Et enfin, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que pour n'importe quelle fonction, d'ailleurs n'importe quel nombre complexe en général, sa partie réelle est toujours plus petite que son module. Voilà, donc il suffit de passer au carré, c'est quelque chose d'assez classique. Partie réelle de z est plus petit que module de z. Et donc, on peut intégrer entre f1 et f2, ça c'est carré à valeur dans R, donc ce sont des fonctions réelles. Donc on peut utiliser la croissance pour les fonctions à valeur réelle.
Et donc on a l'intégrale de la partie réelle est plus petite que l'intégrale du module. Et enfin, le module d'un produit, c'est le produit des modules, et on récupère le module de exponentielle moins iθ qui vaut 1, donc qui se simplifie. Donc on tombe bien sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'intégrale du module. Alors ici vraiment ce qui est clé, c'est qu'on a multiplié par exponentielle moins iθ pour avoir un réel positif. Et si on veut ici, alors positif pas forcément indispensable, mais l'astuce c'est de dire que ρ c'est la partie réelle de ρ pour pouvoir faire entrer la partie réelle dedans et passer à la définition sur les complexes. Et donc on obtient bien l'inégalité triangulaire, c'est que le module intégral est plus petit que l'intégrale des modules. Donc on va admettre également le théorème fondamental de l'analyse différentielle, qui est vrai donc à valeur dans le cas, c'est-à-dire R ou C. Par contre, on va rappeler quelques-uns de ces corollaires. Bien sûr, le corollaire principal, c'est pour calculer une intégrale, il suffit de connaître une primitive. Donc c'est pour f une primitive connue de petit f. On a donc l'intégrale entre a et b de petit f, ça vaut f de b moins f de a, ce qui permet d'introduire donc la notation crochet. La variation de la primitive. Donc ça c'est un premier corollaire. Bien sûr, les autres corollaires sont des corollaires calculatoires, c'est-à-dire on a la formule de changement de variable et d'intégration par partie. Donc c'est si on veut intégrer un produit, l'intégrale de f fois g, ça vaut la variation, alors on peut dire en primitive et en dérive par exemple, f fois g moins l'intégrale de f fois g', donc c'est l'intégration par partie. Et ici, bien sûr, on a dit que grand F est une primitive de petit f qui est continue et g est de classe C1 pour pouvoir, bien sûr, ici calculer cette deuxième intégrale là. Et enfin, le dernier corollaire du théorème fondamental, c'est le changement de variable. C'est donc l'intégrale entre a et b de f de phi de t, phi prime de t dt, c'est égal à l'intégrale entre phi de a et phi de b de phi de u du. Et bien sûr, le changement de variable u est égal à phi de t du égale phi prime de t dt, où bien sûr il faut également changer les bornes. Et donc phi, c'est une fonction qui va de AB nécessairement dans R pour que phi de A, phi de B soit à nouveau des bornes réelles et qu'on puisse réappliquer l'intégration sur des bornes réelles. Il n'y a que f qui a le droit d'être à valeur complexe. Donc il faut que ce soit une fonction bien sûr de classe C1 pour pouvoir réappliquer ici le théorème. Et donc c'est f va de alors, phi de A, phi de B, mais on ne sait pas forcément à quelle ordre. Donc en fait de à l'image du segment dans K, avec K ici étant égal à R ou C, et la fonction f a besoin d'être uniquement continue pour pouvoir considérer donc les intégrales et le changement de variable. Alors ici, c'est uniquement pour un segment, et on verra que lorsqu'on est sur une intégrale qui n'est plus sur un segment mais sur un intervalle quelconque, par exemple de 0 plus l'infini, il faudra rajouter une hypothèse supplémentaire à phi. Il faudra que le changement de variable soit bijectif. Donc on va traiter une suite d'intégrales assez classiques. C'est les intégrales de Wallis. Alors, les intégrales de Wallis, c'est donc ici l'intégrale de sinus puissance n. Alors malheureusement, si on regarde les règles de Bioch, échouerait pour faire un calcul intégral. Et si on utilise la règle de Bioch universelle, on se retrouve avec des degrés très grands et donc la décomposition en éléments simples est trop compliquée.
Donc ici, pour calculer les intégrales de Wallis, il faut utiliser des choses un peu plus fines. Alors, en fait, on peut remarquer qu'il y a des relations de récurrence qui se trouvent en fait, par intégration par partie. Alors, en fait, si on part de in plus 2, ça vaudrait donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de... on tombe sur sinus n plus 2. Alors en fait, je vais isoler un sinus carré. Et ensuite, je vais dire fois sinus nx. Bien sûr, le but, ça va être de faire apparaître une intégration par partie. C'est pour ça que je sépare des termes. Et je peux continuer de faire une étape. C'est le sinus carré, j'écris comme étant 1 moins cos carré. Sinus nx dx. Alors déjà, on voit, on a 1 moins sinus, 1 fois sinus, pardon, ça fait n. Quand je casse en 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. Et ensuite, j'ai cos carré. Alors, cos carré, je vais écrire comme étant cos x et cos fois sinus nx. Alors, c'est ce bout-là qui m'intéresse parce que à quoi ça correspond le cos fois sinus puissance n? Ça, c'est donc la dérivée de sinus puissance n plus 1. Autrement dit, ça, j'en connais une primitive. Donc la primitive, c'est donc sinus n plus 1 divisé par n plus 1. Donc quand je dérive cette expression-là, ça fait apparaître cos fois sinus puissance n, parce que ça dérive d'une composée. Donc entre 0 et pi sur 2. Alors en fait, cette variation-là n'est pas très importante, parce que en 0, le sinus s'annule, et en pi sur 2, c'est le cosinus qui s'annule. Donc on obtient ça, et après, je vais avoir... alors ça nous fait moins, mais il y a déjà un moins, donc ça fait plus. L'intégrale, je dérive le cos, ça fait moins sinus. Et je remets la primitive, ça fait sinus n plus 1 x sur n plus 1 dx. Et ici, on retrouve sinus puissance n plus 2, autrement dit in plus 2. Alors, ça fait moins 1 sur n plus 1, in plus 2. Donc, in plus 2, vous voyez, est égal. Alors, on peut mettre in égal. Alors, ça fait 1 plus 1 sur n plus 1. In plus 2 est égal à n plus 2 sur n plus 1 in plus 2. Donc en fait, on a trouvé une relation de récurrence entre in et in plus 2. Et donc on va pouvoir démontrer par récurrence, bon, que je vais peut-être pas forcément détailler, c'est que on a que in plus 2 c'est égal à inversement n plus 1 sur n plus 2 in. Et donc on peut se ramener de 2 en 2. Donc si je fais une étape suivante, ça serait n plus 1, facteur de n moins 1. Et en bas, ça fait n plus 2 fois n, in moins 2. Et comme ça, hop, on peut décaler de 2 crans en rajoutant des produits d'entiers. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que vu qu'on décale de 2 en 2, il va falloir faire le cas où les indices sont pairs. Alors si les indices sont pairs, par exemple 2k, on va avoir 2k moins 1 fois 2k moins 3 fois etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à fois 1. Et en bas, on a 2k, 2k moins 2, etc. Jusqu'à fois 2. Et ici, ça serait donc, si on se décale de 2 en 2, on arrive à i0. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça fait le produit des entiers impairs au numérateur divisé par le produit des entiers pairs au dénominateur. Alors que je peux laisser par exemple comme ça pour le moment. Et si je pars de 2k plus 1, la même formule s'implique, mais comme maintenant n est impair, au numérateur je vais tomber sur des nombres, pairs. Et au dénominateur, je vais tomber sur des nombres impairs. Donc ça fait 2k fois 2k moins 2, etc. Donc les nombres pairs sont au numérateur et les nombres impairs sont au dénominateur. 2k plus 1, etc. fois 3 fois i1 ici. Donc on obtient ce type de formule-là. Et il nous manque finalement
l'initialisation de notre équivalent, c'est-à-dire que vaut I0 et que vaut I1. Alors, pardon, que vaut I0 et que vaut I1. Alors en fait, ça revient juste à dire qu'est-ce qui se passe quand je fais les intégrales de Wallis assez simples qui sont sinus puissance 0. Voilà, je fais juste l'intégrale d'une constante, donc ça vaut la largeur d'intervalle, pi sur 2. Et I1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus. On connaît la primitive, c'est moins cos. Donc ça fait 1. Donc en fait, on connaît exactement les expressions des intégrales de Wallis et elles font apparaître le produit des paires divisé par le produit des impaires ou le produit des impaires divisé par le produit des paires. Alors justement, ça va permettre de déterminer un équivalent classique et qui est important pour démontrer la formule de Stirling qu'on verra plus tard. C'est donc l'équivalent, c'est n parmi 2n. Alors si j'essaye de préciser qu'est-ce que ça vaut n parmi 2n, ça vaut 2n factoriel divisé par n factoriel au carré. En fait, on peut réussir à démontrer donc, que c'est équivalent à racine de n sur pi fois 4 puissance n. Alors là, on ne voit pas forcément le lien avec les intégrales de Wallis, mais on va le faire apparaître. C'est qu'est-ce que c'est que 2n factoriel, qu'est-ce que c'est que le produit des nombres impairs, par exemple. Donc si je fais le produit des impairs, donc 2k moins 1, peut-être que par rapport à ma notation, je vais mettre 2n. 2n moins 1 fois 2n moins 3 fois etc. fois 1, donc le produit des impairs, qui sont plus petits que 2n. En fait, on peut dire que c'est le produit de tous les nombres jusqu'à 2n, autrement dit c'est 2n factoriel, et je veux enlever là-dedans le produit des paires, alors divisé par le produit des paires. Alors, je vais peut-être calculer à part quel est le produit des nombres pairs. Donc le produit des nombres pairs, c'est 2n fois 2n moins 2, etc. fois 2. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, il y a plein de 2 qui se mettent en facteur. Alors des 2 qui se mettent en facteur, il y en a exactement n. Donc ça fait 2 puissance n fois n, n moins 1, etc. fois 1, une fois que j'ai mis en facteur. Et si on retrouve la factorielle. Donc ça fait 2 puissance n fois n factoriel. Autrement dit, ça c'est donc le produit de tous divisé par le produit des paires. Donc ça fait divisé par 2 puissance n sur n factoriel. C'est ici qu'on va retrouver à peu près cette formule-là. C'est-à-dire que 2n factoriel, n factoriel au carré, et là on a un 4 puissance n. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait le produit des impairs divisé par le produit des nombres pairs, on obtient 2n factoriel sur 2 puissance n, n factoriel, ça c'est donc le produit des paires qui est là-haut, et ensuite c'est le produit des impairs qui est au numérateur, et ça fait diviser par le produit des paires, et le produit des paires c'est donc 2n, n factoriel. Autrement dit, ça nous fait 2n divisé par 4 puissance n, n factoriel au carré. Donc on va retrouver à peu près la formule qui est là, ça fait 4 puissance moins n, n parmi 2n. C'est pour ça que ça va être lié à notre question. Et on a repéré que cette expression-là, ça valait I2n. Et on a bien sûr I0 qui vaut, je vais rappeler, avec I2n est égal à 2n moins 1, 2n moins 3, etc. jusqu'à 1, donc le produit des impairs divisé par le produit des paires multiplié par I0 qui valait pi sur 2. Donc il nous reste à démontrer donc justement que on voit que ces expressions sont liées
Et il ne nous reste plus que le facteur racine de n à faire apparaître. Alors pour faire apparaître le facteur racine de n, on va donc étudier la suite des intégrales. La suite des intégrales. Donc on va ici utiliser d'autres arguments. La suite des intégrales, en fait, elle est décroissante. Elle est décroissante et en réalité elle tend vers 0. Ce qui va permettre de nous guider. Alors pourquoi elle est décroissante? C'est parce qu'il suffit de calculer in plus 1 moins in. Par linéarité, ça vaut l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus n plus 1 moins sinus n. Ce qui se factorise par sinus puissance n. Et ici on récupère sinus puissance 1 moins 1. Alors cette expression-là, elle est positive. Cette expression-là, elle est négative. Autrement dit, ça, c'est négatif. Donc la suite, elle est bien décroissante. Puis ce qu'on va pouvoir dire, c'est que si elle est décroissante, on a in qui est plus petit que in plus 1, qui est plus petit que in plus 2. Mais on connaît une relation entre in plus 1 et in plus 2. In plus 2 vaut n plus 1 sur n plus 2 in. Et donc ça va permettre de dire que si on fait le quotient, donc n plus 1 sur n, c'est compris entre 1 et n plus 1. Ah oui, donc là j'ai fait à l'envers, c'est-à-dire la suite elle est décroissante. Donc décroissant, c'est comme ça. On divise par in qui est positive, donc ça nous fait bien dans ce sens-là. N plus 1 sur n plus 2 avec l'expression celle-ci qui tend vers 1. Donc, par théorème d'encadrement, in plus 1 sur in tend vers 1, ce qui sera traduit par in est équivalent à in plus 1, en plus l'infini. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre de dire? Je vais dire, il y a une petite astuce, ça va être de dire, si on regarde les produits sur un rang pair, on obtient les pairs divisés par les impairs, et si on regarde le produit à un rang impair, on obtient dans l'autre sens. Donc si on fait le produit du pair et du impair, les quotients vont se simplifier. Alors justement, je vais reprendre les formules qui sont données ici, qui étaient de tout à l'heure. Si je fais le produit de ces deux expressions, on obtient donc que i, c'est scopé, hein. Donc i de k plus 1 fois i de k, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ça, tout se simplifie, donc les pairs vont simplifier exactement. Les impairs, en réalité, il vous reste 2k plus 1 qui est tout seul, les termes se télescopent, donc il me reste i0, i1 divisé par 2k plus 1, ce qui finalement est égal à pi sur 2 fois 2k plus 1, ce qui vous dit que in fois in plus 1 est égal à pi sur 2 fois n plus 1. Mais ce qu'on savait, c'est que in et in plus 1 sont équivalents. Donc ça veut dire que ça, c'est... Si on passe aux équivalents, ça nous fait in carré. Peut-être mettre un implique. Donc quand on passe aux équivalents, ça nous fait in carré ici, est équivalent à pi sur 2n. Et on sait que dans les équivalents, on peut repasser à la racine. Et donc on avait que in
est équivalent à racine de 2 pi n. Et si je reprends ce que j'avais dit, c'était et le produit des impairs sur le produit des paires, ça c'était égal à 4 puissance moins n, n puissance 2n. Donc j'arrive à peu près à la conclusion. Voilà. Avec le produit ici des impairs sur le produit des paires, en fait ça c'est simplement i, ça c'est i de z, mais divisé par i0, et sachant que on a en fait l'équivalent ici de i de n, donc ça nous fait 4 puissance moins n, n parmi 2n, donc c'est égal à i de n sur pi sur 2, qui était la valeur donc de i0, ce qui est équivalent à racine donc de pi sur 4n, parce que donc là on a pris la valeur en 2n, et divisé par pi sur 2, ce qui nous fait donc que c'est équivalent à 1 sur racine de pi n. Et donc on obtient notre équivalent que j'avais mal annoncé d'ailleurs, c'est-à-dire que n parmi 2n, c'est donc 4 puissance n, mais le facteur c'est racine de pi sur n.